Le 20 juillet 1967, à 16 h, dans l'usine de la Porte d'Ivry, à Paris, une dernière Panhard 24 quitte la chaîne de montage. Personne ne le formule encore à voix haute, mais aucune voiture ne portera plus jamais ce nom. 76 ans plus tôt, cette même maison avait été l'une des toutes premières au monde à produire des automobiles en série. Panhard n'avait pas seulement suivi l'industrie, elle avait aidé à l'inventer. Et sous le capot de cette dernière voiture, battait encore un moteur singulier, un bicylindre à plat, refroidi par air, taillé dans l'aluminium, capable de tirer d'une petite cylindrée bien plus que sa taille ne le laissait croire. Ce moteur fonctionnait parfaitement. Les ouvriers d'Ivry le savaient, les concessionnaires aussi. Le problème n'était pas la mécanique. 10 ans plus tôt, ce bruit sec et rond signifiait encore une certaine idée française de l'ingéniosité. Le moteur n'avait pas perdu son intelligence. Il avait perdu l'industrie capable de le porter. Mais la véritable histoire de Panhard n'est pas seulement celle d'une chaîne qui s'arrête. C'est l'histoire d'un petit moteur trop malin pour un marché qui désormais récompensait toute autre chose. Chaque semaine, nous racontons les moteurs français, les usines, les ateliers et les noms industriels qui ont un jour appris au pays comment pouvait sonner la puissance, et ce qui s'est passé lorsque le marché a changé de direction. Abonnez-vous si cette mémoire compte pour vous. Car l'histoire ne commence pas dans une usine qui ferme, mais à Paris, à la fin du XIXe siècle. Pour comprendre pourquoi cette dernière voiture pesait si lourd, il faut revenir à une époque où l'automobile elle-même existait à peine. En 1887, à Paris, René Panhard et Émile Levasseur donnent leur nom à une entreprise qui fabriquait jusque-là des machines à bois et des moteurs à gaz. Un troisième homme compte dans cette histoire, Édouard Sarrazin, un juriste belge qui représentait en France les intérêts de l'ingénieur allemand Gottlieb Daimler. À la mort de Sarrazin, c'est sa veuve, Louise, qui transmet à la maison Panhard et Levasseur le droit d'exploiter les moteurs Daimler. Ce détail juridique va tout déclencher. En 1890, l'entreprise vend sa première automobile. En 1891, elle franchit un cap que peu de firmes au monde peuvent revendiquer. Elle construit des voitures en série, et non plus une par une. Levasseur impose alors une disposition qui paraît aujourd'hui évidente, le moteur à l'avant, suivi d'un embrayage, puis d'une boîte de vitesse. On l'appellera le système Panhard. Pendant des décennies, presque toutes les voitures du monde reprendront cette architecture. Panhard n'a pas rejoint l'industrie automobile. Elle a écrit une partie de sa grammaire. Dès 1898, l'armée française achète sa première automobile à Panhard et Levasseur. La marque devient à la fois un nom de prestige, un nom de course et un fournisseur de l'État. Avant 1914, une Panhard, c'est le haut du panier. De grosses cylindrées, une clientèle fortunée, une réputation d'ingénierie sérieuse. Mais cette grandeur repose sur un modèle précis. Des voitures chères, lourdes, construites pour une élite. Retenez bien cette idée. Elle expliquera plus tard pourquoi la maison aura tant de mal à devenir populaire. Puis vient la cassure de l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est ruinée, l'acier manque, l'essence est rare, et le pays a besoin de rouler à bas coût. L'État met en place le plan Ponce, un programme qui organise la production automobile française et répartit les rôles entre constructeurs. Ce plan ne favorise pas Panhard. Les sources concordent sur un point.
Le constructeur des grandes voitures d'avant-guerre n'était pas destiné, dans l'esprit des planificateurs, à survivre sous sa forme ancienne. Pour continuer d'exister, Panhard devait devenir exactement ce qu'elle n'avait jamais été, un fabricant de petites voitures économiques. La solution ne vient pas d'abord de Panhard, mais d'un ingénieur indépendant, Jean-Albert Grégoire. Pendant la guerre, il conçoit une petite berline légère, présentée sous le nom d'AAFG, pour aluminium français Grégoire. Le principe est audacieux. Puisque l'acier manque, on construira la caisse en aluminium, un métal plus léger, dont on dispose alors grâce au stock de guerre. Panhard rachète les droits de cette voiture. La maison qui symbolisait le luxe d'avant-guerre parie désormais sur la légèreté et l'économie. Mais un désaccord décisif se joue sur le moteur. Le prototype de Grégoire utilisait son propre moteur. Selon les récits conservés, Paul Panhard, à la tête de l'entreprise, se retrouve un jour immobilisé lorsqu'une bielle, la pièce qui relie le piston au vilebrequin, casse sur l'AFG qu'il utilisait pour un trajet. L'incident tranche le débat. Panhard confie la motorisation à son propre ingénieur, Louis Delagarde. Ce choix, presque anecdotique, va définir l'identité mécanique de la marque pour les 20 années suivantes. Delagarde dessine un bicylindre à plat, c'est-à-dire un moteur à 2 cylindres opposés, couchés horizontalement de part et d'autre du vilebrequin. Il est refroidi par air. Pas de radiateur, pas de liquide. L'air seul emporte la chaleur, comme sur une moto. Sa cylindrée de départ est modeste, 610 cm3, mais l'ingénierie est raffinée. Le vilebrequin tourne sur des roulements à rouleau, réputés pour leur endurance. Le cylindre et la culasse, la partie haute qui ferme la chambre de combustion, sont d'une seule pièce en aluminium, ce qui supprime le joint de culasse, donc une fragilité classique. Les soupapes, elles, sont rappelées par des barres de torsion plutôt que par des ressorts ordinaires. Chaque détail vise le même but: tirer beaucoup d'un tout petit moteur et le faire durer. En 1948, la Panhard Dyna X arrive sur le marché. C'est une petite berline à traction avant, à la carrosserie ronde et inhabituelle, dont la caisse repose largement sur l'aluminium. Son poids est dérisoire pour l'époque, de l'ordre de 5 à 600 kg selon les versions. Avec seulement 610 cm3 et une vingtaine de chevaux au départ, elle n'impressionne personne sur le papier. Mais dans une voiture aussi légère, ce petit moteur suffit. Elle roule, elle consomme peu, elle se répare simplement, et elle possède un caractère qu'aucune berline 4 cylindres ordinaire ne peut copier. La presse de l'époque note surtout l'ingéniosité de l'ensemble, davantage que sa puissance brute. Il faut imaginer la scène concrète. Dans la France de la fin des années 1940, une Dyna X entre chez un petit garagiste de province. Le mécanicien soulève le capot et découvre un moteur qu'il ne connaît pas. Aucun radiateur d'eau, 2 cylindres pointant sur les côtés, des ailettes de refroidissement déjà grises, un bloc clair en aluminium. Cette mécanique ne ressemble à rien de ce qu'il repart d'habitude. Et pourtant, elle tombe rarement en panne. Panhard pousse la logique encore plus loin. La marque est obsédée par l'aérodynamisme. Dès 1948, elle présente un prototype extrême, la Dynavia, dont la carrosserie profilée atteint un coefficient de pénétration dans l'air remarquablement bas pour son temps. Le message est limpide. Chez Panhard, on ne gagne pas de la vitesse en ajoutant de la puissance, on la gagne en supprimant de la résistance.
le moteur grandira vite. Le 610 devient 745 cm3, puis 851 à mesure que Panhard cherche à couvrir une clientèle plus large. Entre 1948 et 1954, près de 47 000 Dyna X sortent des ateliers, un chiffre respectable pour une petite marque, sans commune mesure toutefois avec les volumes qui commencent à sortir de chez Renault ou Citroën. Là est déjà toute la tension de l'histoire. Panhard n'a pas construit une voiture pour tout le monde. Elle a construit une voiture pour ceux qui savaient reconnaître une idée. L'idée était brillante. Restait à savoir si le marché récompenserait l'intelligence ou seulement le nombre. La véritable percée de Panhard n'est pas un chiffre de puissance. C'est une manière de penser la voiture tout entière. En 1954, la marque remplace la Dyna X par la Dyna Z et l'idée atteint alors sa pleine maturité. Sur le papier, la Dyna Z est une contradiction. C'est une berline spacieuse, présentée comme pouvant accueillir 6 personnes avec l'allure d'une vraie familiale. Et pourtant, elle est mue par le même petit bicylindre à plat de 851 cm3. 2 cylindres seulement, refroidis par air, moins d'1 litre de cylindrée. Là où les constructeurs concurrents auraient ajouté des cylindres et du poids, Panhard fait l'inverse. Le dessin de la caisse est confié à Louis Bionnier, un styliste qui pense chaque courbe en fonction de l'air. La carrosserie, dans ses premières années, est réalisée en Duralinox, un alliage léger d'aluminium et de magnésium. Le résultat est une berline de cette taille, qui pèse une misère pour l'époque. Il faut mesurer ce que cela signifie concrètement. Le couple, c'est-à-dire la force de rotation du moteur, celle qu'on ressent quand la voiture reprend sans qu'on rétrograde, n'a pas besoin d'être énorme si la voiture est légère. Un moteur modeste dans une caisse légère se comporte mieux qu'un gros moteur dans une caisse lourde. Voilà toute la philosophie Panhard résumée. Rendre l'ensemble efficace, avant de demander au moteur d'en faire plus. Ce raisonnement place Panhard dans une position étrange sur le marché français des années 1950. D'un côté, il y a la Citroën 2CV et la Renault 4CV, des voitures minimales, faites pour motoriser le plus grand nombre au prix le plus bas. De l'autre, les berlines classiques à 4 cylindres, plus lourdes, plus chères à l'usage. Panhard se glisse entre les deux avec une proposition singulière, le confort et l'espace d'une vraie voiture, mais la sobriété d'une toute petite. La Dyna Z n'est ni la moins chère, ni la plus puissante. Elle est la plus intelligente. Et l'intelligence, sur un marché de masse, n'est pas toujours l'argument qui gagne. Un autre choix renforce cette logique, la traction avant, placer le moteur et les roues motrices à l'avant, libère tout l'arrière pour les passagers et les bagages. Là encore, Panhard suit une intuition que la France mettra des décennies à généraliser. Dans la Dyna Z, le petit bicylindre est logé tout à l'avant, couché à plat, ce qui abaisse le capot et améliore encore l'écoulement de l'air. L'habitacle, lui, est étonnamment vaste pour l'encombrement extérieur. Les essais de la presse spécialisée s'en étonnent. On monte dans une voiture qui paraît petite et l'on découvre un intérieur de vraie berline. Pour le conducteur, la sensation est singulière. Une auto vive, économique, un peu chantante, qui donne l'impression d'aller plus vite qu'elle ne roule réellement, parce que tout dans sa conception tire dans le même sens. Cette cohérence a un nom simple. Chaque gramme économisé sur la caisse est un gramme que le petit moteur n'a plus à traîner. C'était une leçon d'ingénierie que peu de constructeurs français
osait te pousser aussi loin, au risque de la rendre coûteuse. Ce que les concurrents ne peuvent pas copier facilement, c'est le caractère. Un bicylindre à bas plat refroidi par air ne sonne comme rien d'autre. À bas régime, il a ce battement sec et un peu rauque, une pulsation à 2 temps de combustion qui trahit immédiatement une panarde, même sans la voir. Pour un amateur, reconnaître ce bruit dans une rue est un plaisir en soi. Ce son n'est pas un défaut, c'est une signature. Et une signature, cela ne se fabrique pas à volonté sur une chaîne de montage. La Dyna Z, puis sa remplaçante, apportent aussi des performances surprenantes pour la cylindrée, dans ses versions les plus poussées, dites Tigre. Le petit 851 grimpe autour de la 50aine de chevaux, un chiffre considérable pour 2 cylindres et moins d'1 litre. Là encore, la légèreté fait le reste. Une panarde bien réglée pouvait tenir des moyennes que des voitures théoriquement plus puissantes n'atteignaient pas, simplement parce qu'elles glissaient mieux dans l'air et pesaient moins lourd sur ses roues. Mais il faut être honnête sur le prix de cette intelligence. L'aluminium coûte cher à travailler. Une caisse en Duralinox demande des procédés particuliers, une main-d'œuvre qualifiée, des coûts que les grandes séries en acier de Renault ou de Citroën écrasent par le volume. C'est ici que se cache le piège qui se refermera plus tard. La même audace technique qui rend la panarde admirable la rend aussi difficile à fabriquer à bon marché. Retenez ce point. Il expliquera une grande part de la chute. Concrètement, la panarde trouve son public parmi ceux qui comprennent la mécanique. L'ingénieur, le médecin de campagne. Le voyageur qui parcourt de longues distances et compte ses litres d'essence. L'amateur qui aime les solutions astucieuses. Dans un garage, une Dyna n'est pas la voiture qu'on choisit pour suivre la mode. C'est celle qu'on choisit quand on sait ce qu'on regarde. Autour d'elle se forme une petite communauté fidèle, attentive, presque militante. Le genre de clientèle qui fait la réputation d'une marque mais qui, à elle seule, ne remplit jamais une usine. Et pourtant, aussi brillante soit-elle sur la route, la panarde va démontrer sa supériorité la plus éclatante ailleurs, dans un lieu où le rendement se mesure au chronomètre et se paie en gloire. Car le petit bicylindre qui faisait rouler les familles allait bientôt faire taire, sur un circuit, des moteurs bien plus gros que lui. Pour comprendre la gloire de Panhard, il faut se rendre au Mans, sur le circuit des 24 heures, au début des années 1950. Là se joue chaque année une course dans la course, un classement particulier que l'on appelle l'indice de performance. Expliquons-le simplement, car tout est là. L'indice de performance ne récompense pas la voiture la plus rapide, ni celle qui couvre la plus grande distance. Il récompense la voiture qui accomplit le plus par rapport à sa cylindrée, autrement dit, le meilleur rendement. Une petite auto qui roule loin et longtemps, avec un tout petit moteur, peut ainsi battre, à ce classement, des machines bien plus puissantes. Ce prix avait été imaginé pour encourager la sobriété et l'efficacité. En d'autres termes, il avait été conçu, sans le savoir, pour un moteur exactement comme celui de Panhard. Le bicylindre de la Dyna se révèle un moteur de course idéal pour ce jeu. Endurant grâce à son vilebrequin sur roulement, léger, sobre, il supporte des heures de pleine charge sans faiblir. 2 petits constructeurs français vont s'en emparer. Le premier s'appelle Monopole. Le second, appelé à devenir célèbre, est DB, les initiales de 2 hommes, Charles Deutsch et René Bonnet. Les résultats tombent, et ils sont éclatants. Au début de la décennie,
les monopoles à moteur Panhard s'imposent à l'indice de performance du Mans, coup sur coup, autour de 1950, 1951 et 1952. Puis DB prend le relais et fait de ce classement une quasi-propriété française. À partir de 1954, les DB Panhard remportent l'indice à plusieurs reprises, jusqu'au début des années 1960. Les sources divergent sur le décompte exact. On évoque, selon les comptages, de 4 à 7 victoires entre 1954 et 1962. Mais la domination, elle, ne fait aucun doute. Charles Deutsch pousse l'obsession aérodynamique de Panhard jusqu'à l'extrême. Ces voitures profilées comme des gouttes d'eau atteignent des coefficients de pénétration dans l'air stupéfiant. L'une d'elles descendait, selon les relevés conservés, autour de 0,12, une valeur que très peu d'automobiles modernes approchent encore. Avec les mêmes 848 cm3 tirés d'une berline familiale, ces engins effilés frôlaient entre les 200 km/h en pointe. 2 cylindres, moins d'1 litre de cylindrée, et une vitesse qui laissait les gros moteurs perplexes. Il faut imaginer la scène, la nuit, sur la ligne droite des Hunaudières. Les prototypes lancés à pleine vitesse passent dans un vacarme de gros moteurs. Et au milieu de ce grondement, on entend arriver autre chose. Un son plus aigu, plus rapide, presque insolent, celui du petit bicylindre Panhard qui refuse de se laisser distancer là où cela compte. Pour les ingénieurs français, ce bruit n'était pas seulement mécanique, c'était une démonstration, la preuve, faite au chronomètre et devant le monde entier, qu'une idée pouvait valoir une cylindrée. Un nom résume cette épopée, celui d'Élie Bailleul, associé à René Bonnet. En 1954, sur une DB à moteur Panhard, ils remportent à la fois leur catégorie de cylindrée, l'indice de performance et la Coupe biennale, un triplé qui installe DB comme la référence des petites cylindrées au Mans. Ces hommes ne disposaient ni des budgets, ni des ateliers des grands constructeurs. Ils avaient un moteur de série intelligemment préparé, une aérodynamique soignée et une compréhension profonde de ce que récompensait vraiment la course d'endurance. Pour toute une génération d'amateurs français, DB Panhard devient synonyme d'ingéniosité nationale. La démonstration qu'on pouvait battre plus gros et plus riche que soi avec de la matière grise. Cette gloire sportive rejaillit sur la route. En 1959, Panhard remplace la Dyna Z par la PL17, les lettres pour Panhard Levassor. Le nombre renvoyant à la puissance fiscale additionnée de la marque. C'est une berline étonnante, profilée, aux phares saillants, capable d'asseoir 6 personnes sur 2 banquettes et un plancher plat, toujours mue par le fidèle 851 refroidi par air. Dans sa version Tigre, poussée à une 50aine de chevaux, elle approche les 140 km/h, un chiffre presque comique pour 2 cylindres et moins d'1 litre, et pourtant bien réel. Puis vient la démonstration la plus retentissante. En janvier 1961, une Panhard PL17 remporte le rallye Monte-Carlo au classement général, aux mains de Maurice Martin et Roger Bateau. Ce n'est pas une victoire d'indice réservée aux spécialistes. C'est la plus haute marche d'un des rallyes les plus célèbres du monde, que Panhard n'avait jamais atteinte. Mieux encore, 9 des 11 PL17 engagés rejoignent l'arrivée, un taux de fiabilité qui, pour une épreuve hivernale aussi rude, force le respect. L'impact commercial est immédiat. Une petite voiture économique venait de battre des adversaires bien plus puissants sur la neige et le verglas des Alpes.
Il faut aussi mesurer l'échelle que Panhard atteint dans ces années-là, car c'est elle qui rend la chute plus vertigineuse encore. En 1955, un événement décisif transforme la portée commerciale de la marque. Citroën prend une participation dans Panhard, et surtout, les deux réseaux de vente et d'entretien fusionnent progressivement. Du jour au lendemain, la petite maison d'Ivry n'est plus tributaire de son maigre réseau de concessionnaires. Ces voitures apparaissent désormais aux côtés des Citroën, dans des centaines de points de vente répartis dans toute la France. Un même concessionnaire peut proposer une petite voiture, la 2CV de Citroën, une berline moyenne, la Panhard, et une grande routière, la DS. La combinaison paraît idéale. L'effet est immédiat et spectaculaire. Les ventes de la Dynasys, puis de la PL17, sont dopées par cette diffusion élargie. La Panhard cesse d'être une curiosité pour initiés et devient une vraie présence sur les routes françaises. On la croise en ville, sur les nationales, entre les mains de médecins, de représentants, de familles qui parcourent de longues distances. Des dizaines de milliers d'exemplaires trouvent preneurs. Pour la première fois de son histoire d'après-guerre, la marque approche quelque chose qui ressemble à une échelle industrielle. Mais, et c'est le cœur silencieux de toute cette histoire, cette échelle n'appartient plus vraiment à Panhard. Elle est prêtée, elle passe par les mains, les vitrines et les ateliers d'un autre constructeur bien plus grand. Le succès de la marque repose désormais sur un réseau qu'elle ne contrôle pas et sur la bienveillance d'un partenaire qui, un jour, pourrait cesser d'être un simple partenaire. Au sommet même de sa présence, Panhard est déjà, sans le savoir, une invitée dans sa propre réussite. Le sommet du style arrive en 1963, avec la Panhard 24. C'est un coupé bas, élégant, aux lignes d'une modernité saisissante, dessiné une fois encore par Louis Bionnier. Sous le capot, toujours le même bicylindre à plat, en version tigre, capable de propulser la voiture autour de 160 km/h. La 24 ne ressemble à aucune autre voiture française de son temps. Longue, fine, le regard tendu vers l'avenir. Elle incarne tout ce que Panhard savait faire, de la légèreté, de l'aérodynamique, un moteur minuscule et un dessin d'artiste. Pour beaucoup, c'est la plus belle Panhard jamais produite. Regardons ce sommet en face, car c'est là que se mesurent les enjeux. Dans une France où un moteur pouvait décider de l'économie d'une famille, de l'élégance d'un coupé et de la victoire d'un petit prototype au Mans, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, air, travail, chaleur, bruit, entretien, fidélité et confiance. Une Panhard n'était pas seulement un moyen de transport. C'était une manière d'affirmer qu'on pouvait faire beaucoup avec peu, et que l'intelligence valait mieux que la force. Autour de ce petit moteur vivaient des ouvriers d'Ivry, des concessionnaires, des préparateurs, des pilotes d'un jour, des mécaniciens de campagne, et toute une communauté qui reconnaissait une Panhard à son seul champ. Imaginons la scène au début des années 1960, dans une concession. Une 24 flambant neuve trône sous les néons, sa carrosserie basse reflétant la lumière. Un client se penche, ouvre le capot et découvre ce moteur à plat, presque perdu dans son compartiment. Ses deux cylindres écartés, ses ailettes de refroidissement soignées. Le vendeur met le contact. Le bicylindre s'ébroue avec ce battement caractéristique, à la fois rustique et raffiné. Pour quelques instants, tout semble possible.
La marque qui avait aidé à inventer l'automobile paraît avoir trouvé son avenir dans la légèreté et le style. Mais c'est précisément à ce sommet que se joue le drame, car la survie de Panhard ne dépendait plus seulement de la qualité de ses voitures, ni du talent de ses ingénieurs. Elle dépendait désormais de décisions prises dans des bureaux qui n'étaient plus tout à fait les siens. Le moteur chantait encore à pleine gloire. Dans les états-majors, on préparait déjà, sans le dire, la fin de la chanson. La première fissure ne ressemblait pas à une catastrophe. Elle ressemblait à un sauvetage. En 1955, Citroën prend une participation de 25% dans l'activité automobile de Panhard. Sur le moment, l'accord paraît providentiel. Panhard, petite maison aux coûts élevés, gagne l'accès au vaste réseau commercial de Citroën. Les ventes montent. Les ateliers d'Ivry tournent. Tout le monde, à l'époque, y voit une bonne nouvelle. C'est ainsi que commencent souvent les déclins, non par une chute, mais par une main tendue dont on ne mesure pas encore le prix. Car cette dépendance active plusieurs forces à la fois. La première est celle des réseaux, usines, concessionnaires, ateliers d'entretien. Panhard ne vend plus seulement ses voitures, elle les vend dans la maison d'un autre. Or, dans une même concession, un vendeur n'est jamais neutre. Il pousse plus volontiers les modèles de sa propre marque, ceux dont il connaît les marges, les pièces, les délais. Peu à peu, la Panhard devient, dans ses vitrines partagées, une invitée qu'on présente après les Citroën. La deuxième force est plus brutale encore, celle du métal, des coûts et de la production. Souvenez-vous du secret de la Dyna Z, sa caisse en aluminium, si légère, si chère à fabriquer. Dès le milieu des années 1950, cette audace devient un problème. L'aluminium coûte trop cher face aux grandes séries d'acier. Panhard est contrainte de reculer. La caisse passe progressivement à une construction mixte, puis à l'acier. La voiture s'alourdit. Elle perd une partie de sa vivacité, de son avantage, de sa raison d'être. Le moteur, lui, n'a pas changé, mais il doit désormais traîner un poids que sa conception d'origine ne prévoyait pas. La logique même de Panhard, alléger le tout avant de solliciter le moteur, se retrouve renversée par une simple question de facture. Puis vient le coup le plus silencieux, celui qui relève de la survie du logo. En 1961, Citroën lance l'Ami 6, une berline moyenne, dans le cœur exact du marché occupé par la Panhard. Autrement dit, le partenaire dont dépend Panhard pour vendre place désormais, dans les mêmes concessions, un concurrent direct portant son propre nom. La situation devient intenable. Comment un réseau pourrait-il défendre avec ardeur une marque qui concurrence sa marque mère? Le symptôme le plus révélateur de ce piège tient en une décision, la voiture à 4 portes qui n'a jamais existé. Panhard souhaitait ardemment produire une berline 4 portes, seule capable de remplacer efficacement la PL17 sur le marché familial. Le projet est dessiné, étudié, espéré. Mais Citroën s'y oppose invariablement, par crainte d'une concurrence interne avec ses propres modèles présents et à venir. Panhard restera donc cantonné, pour sa dernière génération, à des carrosseries à 2 portes, élégantes, mais commercialement étroites. On tenait là un constructeur brillant, empêché de fabriquer précisément la voiture dont il avait besoin pour survivre. Le talent était intact, la liberté ne l'était plus. Il faut se représenter l'ambiance dans les bureaux d'études d'Ivry à ce moment, des ingénieurs qui savaient
concevoir des moteurs capables de gagner au Mans et à Monte-Carlo, se voyaient refuser le droit de développer leurs propres idées. Chaque projet devait passer par l'approbation d'un partenaire dont les intérêts divergeaient des leurs. La maison la plus ancienne de l'automobile française n'était plus tout à fait maîtresse de son destin. Elle attendait des décisions qui se prenaient ailleurs, dans d'autres murs, selon d'autres calculs. Le moteur fonctionnait toujours aussi bien. C'était l'entreprise autour de lui qui perdait, une à une, ses libertés. Derrière ces manœuvres se profile une force plus vaste, qui dépasse Panhard, celle de l'État et de l'industrie nationale. Depuis l'après-guerre, la politique française poussait à la concentration. On voulait de grands champions capables d'exporter, de tenir tête aux constructeurs étrangers, de produire en masse. Le plan Ponce avait déjà, dès 1945, dessiné un paysage où les petites maisons n'avaient qu'une place étroite. Dans cette logique, un constructeur qui produisait quelques dizaines de milliers de voitures ingénieuses mais coûteuses n'était pas un atout stratégique. Il était une anomalie destinée, tôt ou tard, à être absorbée. Panhard ne se battait pas seulement contre des chiffres. Elle se battait contre une certaine idée de ce que devait être l'industrie automobile française. Grande, standardisée, économe d'échelle, tout ce qui faisait la singularité de Panhard, la légèreté artisanale, l'aluminium, le petit moteur savant, jouait désormais contre elle. Il faut imaginer, pour saisir la gravité de tout cela, un atelier d'Ivry vers le milieu des années 1960. Les mêmes établis, les mêmes gestes, les mêmes hommes qui, 10 ans plus tôt, assemblaient des moteurs champions à Monte-Carlo. Mais l'ambiance a changé. Les commandes ne montent plus. Les projets ambitieux reviennent des bureaux avec un refus poli. On sent, sans se le dire clairement, que l'entreprise ne décide plus vraiment de son avenir. Un ouvrier qui monte un bicylindre à plat en 1965 assemble une mécanique parfaite dans une maison qui, elle, se défait. Le contraste est cruel. Jamais le moteur n'a été aussi abouti, et jamais l'entreprise n'a été aussi vulnérable. Ainsi, à la veille du dernier acte, 3 forces s'étaient déjà refermées sur Panhard, presque sans bruit. Le réseau appartenait à un autre. Les coûts avaient contraint la marque à renoncer à ce qui la rendait unique. Et le grand mouvement de concentration de l'industrie française ne laissait plus de place aux petits inventeurs indépendants. Le moteur, lui, continuait de chanter juste. Mais autour de lui, une à une, les portes se fermaient. Le 23 avril 1965, la dernière étape est franchie. Citroën prend le contrôle total de l'activité automobile de Panhard. Il n'y a plus de participation, plus de partenariat. Il y a un propriétaire et une filiale. Sur le papier, rien ne change du jour au lendemain. Les 24 continuent de sortir d'Ivry. Le bicylindre chante toujours. Mais dans les faits, l'avenir de la marque ne se décide plus qu'à un seul endroit. Et cet endroit n'est plus Panhard. Le problème, c'est que Citroën lui-même traverse une période difficile. Le géant a englouti des sommes colossales dans ses propres projets d'avenir, de nouvelles technologies, de nouveaux modèles, un programme de berline moyenne longtemps repoussé, connu en interne sous le nom de Projet F. Ce projet, censé donner à Citroën la voiture du milieu de gamme qui lui manquait, finit par être abandonné en avril 1967, notamment pour éviter des conflits de brevets avec Renault. Un Citroën fragilisé, obligé de compter chaque franc, n'a aucune raison d'investir dans le développement d'une marque concurrente qu'il possède déjà. Panhard n'est plus une priorité.
Elle devient une capacité de production disponible. Car c'est bien ainsi que Citroën regarde désormais l'usine d'Ivry. Non plus comme le berceau d'un constructeur historique, mais comme des mètres carrés et des chaînes de montage. Or, Citroën manque cruellement de capacité pour produire une voiture qui, elle, se vend par centaines de milliers, l'ACV et surtout ses versions utilitaires, les fourgonnettes, très demandées. La décision devient froide, presque comptable. Plutôt que de perpétuer la Panhard 24, on utilisera l'usine pour fabriquer davantage de fourgonnettes 2CV. Une petite berline savante cède la place à un utilitaire populaire. Le rendement industriel l'emporte sur l'ingéniosité mécanique. Les chiffres racontent la fin mieux que n'importe quel discours. En 1964 et 1965, Panhard produisait encore autour de 10 000 voitures, 24 par an. Puis les ventes s'effondrent, de l'ordre de 11 600 véhicules en 1965. Elles tombent à moins de 4 000 en 1966. En une seule année, la demande est divisée par 3. La tentative désespérée de relance, une version dépouillée et bon marché, la 24BA, lancée en 1966 pour élargir la clientèle, échoue lamentablement. Trop pauvre pour une marque qui vendait de l'élégance, elle abîme l'image des versions supérieures sans conquérir de nouveaux acheteurs. La 24 était magnifique, mais elle n'était plus, aux yeux du marché, ce que celui-ci réclamait. Il faut dire un mot de ceux qui payèrent cette disparition. À Ivry, des centaines d'ouvriers, de contremaîtres et de techniciens avaient été consacrés une part de leur vie à ce moteur singulier. Beaucoup furent réaffectés à la production Citroën, mais le savoir-faire propre à Panhard, l'art de travailler l'aluminium léger, de régler ce bicylindre si particulier, n'avait plus de raison d'être transmis. Un métier s'éteignait avec la marque. Chez les concessionnaires, on cessa peu à peu de mettre en avant une voiture dont on savait qu'elle n'aurait pas de descendance. Et dans les campagnes, les propriétaires de Dyna et de PL17 comprirent de bientôt qu'ils roulaient désormais dans des voitures orphelines, dont les pièces se feraient rares. Il y avait aussi une raison plus profonde, presque culturelle. Le goût du public avait changé. Dans les années 1960, les Français voulaient des voitures plus conventionnelles, plus puissantes, plus faciles à comprendre, des 4 cylindres refroidis par eau, silencieux, rassurants. Le bicylindre à plat de Panhard, avec son chant reconnaissable, sa mécanique inhabituelle, son refroidissement par air, était devenu aux yeux de beaucoup une curiosité d'une autre époque. Ce qui avait fait son charme faisait désormais son handicap. La singularité, si précieuse pour les initiés, déroutait le grand public. Le moteur n'avait pas vieilli mécaniquement. C'est le regard porté sur lui qui avait changé. Panhard offrait toujours la même réponse brillante. Mais la France ne se posait plus la même question. Le paradoxe est déchirant. La Panhard 24, la plus belle voiture jamais sortie d'Ivry, fut aussi la dernière. La marque atteignait son sommet esthétique au moment précis où elle perdait le droit d'exister. Ce n'était pas un moteur épuisé qui mourait, ni un dessin dépassé. C'était une maison à qui l'on avait retiré, une à une, toutes les libertés nécessaires pour continuer. Et puis vient le jour. Le 20 juillet 1967, à 16 heures, la dernière Panhard 24 quitte la chaîne de l'usine de la Porte d'Ivry, 76 ans après la première voiture livrée par la maison. Il n'y a pas de fanfare, pas de cérémonie nationale. Citroën n'annoncera même officiellement la nouvelle qu'un mois plus tard, par un communiqué discret, le 28 août
1967. Une des plus anciennes marques automobiles du monde venait de construire sa dernière voiture et le pays l'a pris presque en passant entre deux lignes de presse. Ce qui frappe dans cette fin, c'est le silence. Aucune faillite spectaculaire, aucun scandale, aucun drame retentissant. Simplement une addition de décisions raisonnables, prises par d'autres, dans l'intérêt d'un ensemble plus grand. Chaque choix, pris isolément, se défendait. Mis bout à bout, ils avaient effacé un constructeur. Le moteur n'avait rien perdu de sa qualité. C'est l'entreprise, le réseau, la liberté et le marché qui s'étaient somme-dissous autour de lui. Le nom Panhard, lui, ne disparut pas tout à fait. Depuis le début du siècle, la maison fabriquait aussi des véhicules militaires, des automitrailleuses, des engins blindés légers. Cette branche-là, moins visible du grand public, continua. Le nom qui avait aidé à inventer l'automobile de tourisme allait poursuivre sa vie sous une autre forme, kaki et discrète, loin des concessions et des salons. Mais la voiture Panhard, celle qui chantait dans les rues, celle que l'on reconnaissait à son bicylindre à plat, avait cessé d'exister. Le moteur tournait encore. Le réseau appartenait à un autre. L'aluminium avait cédé à l'acier. La 4 portes fut interdite. Les commandes s'effondrèrent. La chaîne changea de voiture. Le communiqué tomba en août. Le nom passa au blindé. La voiture, elle, s'était tue. Que reste-t-il aujourd'hui de ce petit moteur à plat? Commençons par le plus surprenant. Le nom Panhard n'est jamais tout à fait mort. Il a seulement changé de terrain. Après 1967, l'entreprise se consacre entièrement aux véhicules militaires légers, une activité qu'elle menait déjà depuis le début du siècle. Longtemps rattachée au groupe PSA Peugeot-Citroën, cette branche est cédée en 2005 au constructeur Overland, l'ensemble prenant le nom de Panhard General Defense. En 2012, elle passe sous le contrôle de Renault Trucks Defense, puis en 2018, elle se fond dans une entité plus vaste. Renault Trucks Defense, Achmat et Panhard s'unissent sous une seule marque, Arcus, laquelle appartient, depuis 2024, au groupe belge John Cockerill. Le nom Panhard, l'un des plus anciens de l'automobile mondiale, ne désigne plus aujourd'hui aucune voiture de tourisme. Il roule sur des blindés. Il existe même un héritage plus discret, du côté de Citroën. Lorsque la marque au chevron lance enfin, en 1970, la berline moyenne qui lui manquait tant, la GS, plusieurs de ses choix techniques rendent hommage, presque en silence, à la tradition Panhard. Un moteur à plat, refroidi par air, une obsession de l'écoulement de l'air. La maison qui avait, en un sens, absorbé Panhard, en avait aussi hérité l'esprit. Mais le véritable héritage n'est ni militaire, ni corporatif. Il est entre les mains de passionnés. En France, la mémoire de Panhard est tenue vivante par des clubs de marque, des registres qui recensent les survivantes, des restaurateurs qui refont des caisses en aluminium comme on rénove une œuvre, des rassemblements où l'on reconnaît une Dina à son seul bruit avant même de la voir. Dans les bourses d'échange, on s'arrache les pièces d'origine, les manuels d'atelier tachés d'huile, les catalogues jaunis. Une communauté modeste mais tenace continue de faire tourner ses bicylindres, de les régler, de transmettre les gestes que l'usine d'Ivry n'a plus enseignés depuis un demi-siècle. Ces manuels d'atelier, justement, racontent à eux seuls une histoire. On y lit une mécanique pensée pour être comprise et réparée par l'homme, et non seulement par la machine.
Des cotes précises, des schémas clairs, une logique que le propriétaire attentif pouvait suivre. Ouvrir un catalogue de pièces Panhard, c'est retrouver un monde où une voiture n'était pas une boîte scellée, mais un ensemble d'organes qu'on nommait, qu'on démontait et qu'on remplaçait. Ce savoir patiemment archivé est peut-être le plus précieux des héritages laissés par la marque. Et c'est ici qu'il faut être clair. Ce n'est pas seulement de la nostalgie. Un bicylindre à plat Panhard, posé sur l'établi d'un garage de province, est un argument physique sur une époque. Il rappelle un temps où la France croyait qu'un moteur pouvait être petit, léger, réparable, économe et pourtant capable de battre, sur un circuit, des machines 2 fois plus grosses. Il incarne une idée de l'ingénierie que le marché a fini par écarter, mais que rien n'a jamais démenti sur le plan technique, que l'intelligence de l'ensemble vaut mieux que la force brute. Ce moteur n'a pas perdu contre une meilleure idée, il a perdu contre une autre logique, celle du volume, de l'échelle et de la standardisation. Le lieu, lui aussi, a changé de visage. La porte d'Ivry, où sortirent tant de Dina, de PL17 et de 24, n'est plus le cœur d'un constructeur automobile. Les grandes usines de la région parisienne ont, pour la plupart, cédé la place à d'autres activités, comme partout où l'industrie française d'après-guerre a reflué. Le blindé Panhard, lui, s'est fabriqué ailleurs, dans l'Essonne, à Marolles en Hurepoix. Entre l'automobile de tourisme et l'engin militaire, la géographie même de la marque s'est déplacée comme pour mieux séparer les deux vies d'un même nom. Reste alors un dernier paradoxe qui résume tout. La maison qui, en 1891, fut l'une des premières au monde à produire des voitures en série, celle qui avait donné à l'automobile une partie de sa grammaire, ne construit plus, aujourd'hui, la moindre voiture. Son nom survit sur des véhicules que le grand public ne verra sans doute jamais de près. Le coupé élégant, lui, celui qui chantait dans les rues, est devenu un objet de collection que seuls quelques initiés savent encore reconnaître. Ce qui a disparu en 1967 n'était pas seulement du métal, de l'aluminium et 2 cylindres à plat. C'était une manière de penser la puissance, par la finesse plutôt que par la masse, par l'astuce plutôt que par la démesure. La France n'a pas cessé d'avoir besoin de moteurs. Elle a cessé d'en vouloir de cette façon-là. Le son était resté quelque temps sur les routes. Puis il s'est fait rare, jusqu'à devenir un souvenir que l'on entend surtout dans les rassemblements, un dimanche matin, quand une vieille Dina démarre dans le froid. Alors, pour finir, imaginons une dernière image. Quelque part en France, dans l'arrière-boutique d'un garage de campagne, un vieux bicylindre à plat Panhard repose sur un établi. Les ailettes de refroidissement sont noircies par l'huile et les années. Le carter porte les marques du temps. À côté, un manuel d'atelier ouvert, une clé, quelques pièces alignées. Le moteur attend qu'une main patiente le remonte pour produire de nouveau ce battement sec et rond que la France moderne n'a plus besoin d'entendre tous les matins, mais que certains, encore, refusent d'oublier. À la prochaine histoire.